Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je vais revenir sur une affaire qui m'a personnellement énormément touché. On est sur une histoire d'adolescente, une histoire qui de base n'était pas résolue mais qui a connu une résolution et une fermeture d'affaires au mois de mai 2023. C'est la raison pour laquelle il est fortement possible que vous ayez déjà entendu parler de cette affaire, mais peut-être pas avec les détails que je vais apporter, d'autant plus que celle-ci a connu une résolution. Je vais donc vous laisser vous asseoir confortablement, de préférence dans le noir, avec un petit snack, soit à manger, soit à boire. Je vais vous laisser vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, liker la vidéo et la commenter en m'exposant votre théorie. Je suis désolé, il y a un fil ici, je vais l'enlever parce que c'est extrêmement stressant. Avant d'entrer dans la vidéo de manière pure et dure, je voulais aussi vous remercier pour toutes les personnes qui rejoignent la chaîne au fur et à mesure. On vous souhaite évidemment la bienvenue. On n'est pas trop là un petit peu pour dire ce genre de choses, mais c'est quand même important de saluer les personnes qui arrivent. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec le générique et nous nous retrouvons pour discuter de l'affaire Sharon Pryor. Je risque de pas mal rester sur mes notes pour cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de détails et je veux évidemment que ce soit le plus clair pour vous. Notre histoire se déroule en 1979, le 29 mars. Il est 19 h et une petite fille de 16 ans, Sharon Pryor, est partie pour aller à la pizzeria. C'était la pizzeria de son quartier, c'était une pizzeria qu'elle adorait, elle vivait à Montréal et pour le détail, le quartier était le quartier de Longueuil. C'était à 5 minutes de chez elle, elle prévoyait de retrouver ses amis et son petit ami là-bas. Son petit ami s'appelle John McAleer. Ses amis l'ont attendu évidemment, mais Sharon ne s'est jamais présentée. Elle avait 16 ans, donc elle avait également un couvre-feu. Couvre-feu qui était un petit peu plus flexible le week-end, nous étions un week-end, et donc elle avait jusqu'à 1 h du matin pour rentrer chez elle. 1 h du matin arrive et elle ne rentre pas chez elle. Sa mère a donc décidé d'appeler ses amis pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Et c'est là que quelque chose va l'inquiéter. Les amis ont signalé que Sharon n'est jamais venue à la pizzeria. Quelque chose n'allait pas. La mère de Sharon, Yvonne, a donc tout de suite signalé la disparition à la police. Comme dans chacune des affaires dont je vous parle avec un petit peu ce background, la police a tout de suite dit que c'était totalement possible qu'il s'agisse d'une fugue et qu'il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter, que ça arrivait tout le temps et que Sharon allait rentrer très vite. Yvonne, elle était catégorique, elle connaît sa fille et il est impossible que celle-ci ait fugué. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle faisait. En plus de ça, les papiers et les affaires personnelles de Sharon étaient restés chez elle, donc elle aurait fugué sans ça à l'âge de 16 ans, j'ai du mal à y croire aussi. Après avoir bataillé avec les officiers de police, Yvonne a réussi à faire entendre ce qu'elle ressentait en disant que quelque chose de mal s'était produit. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs ont fait savoir à Yvonne qu'ils allaient tout faire pour essayer de retrouver la petite, et Yvonne ne pouvait rien faire de plus à part rentrer chez elle et attendre dans l'espoir que Sharon appelle ou qu'on ait des nouvelles. Pour vous la décrire un petit peu parce que c'est important dans ce genre d'affaires, elle était considérée comme une adolescente très amicale, très confiante et qui accordait aussi sa confiance. Elle avait les yeux bleus et les cheveux blonds, elle adorait le hockey comme sport et voulait devenir vétérinaire. Le 1er avril, à environ 25 km de la maison de Sharon, un apiculteur a remarqué que la porte qui menait à la zone où il y avait ces ruches d'abeilles était grande ouverte. Il est allé regarder pour voir ce qu'il s'y passait et il est tombé sur une scène absolument horrible.
Allongé dans la neige se trouvait le corps d'une jeune fille, avec une chemise de travail pour homme attachée autour de son cou. Elle avait un pull, une veste, des chaussures et des chaussettes. Son pantalon, lui, était posé à quelques mètres de son corps. Une fois qu'il a réussi à surmonter le choc sur lequel il venait de tomber, donc le choc plutôt qu'il ressentait, il a couru chez lui et a immédiatement téléphoné à la police. Les enquêteurs sont arrivés peu de temps après et ils ont remarqué un ensemble de traces de pneus dans la neige qui s'éloignaient en fait du corps, ainsi que des empreintes de chaussures qui étaient autour du corps. Ils avaient besoin de préserver ces preuves avant qu'il commence à reneiger et que celles-ci disparaissent, donc ils ont fait des moulages en plâtre. Les vêtements et la description générale de la victime correspondaient à tout ce qu'on connaissait d'une adolescente qui avait disparu quelques jours plus tôt. Les enquêteurs étaient assez certains du fait que les deux n'étaient qu'une seule et même personne. Et plus tard dans l'après-midi, les restes ont été identifiés comme appartenant à Sharon Pryor. L'autopsie a été faite et cette autopsie a montré que la mâchoire de Sharon avait été fracturée en deux, des deux côtés, ce qui indique qu'elle avait subi de très grandes violences. On a aussi noté plusieurs dents qui avaient été cassées et une blessure par perforation sur son visage qui montrait qu'on avait déchiré sa joue pendant l'agression. Grâce à l'autopsie, on a pu estimer qu'elle avait été tuée au moins 20 heures avant la découverte de son corps. On a également trouvé une sorte de matière collante dans ses cheveux autour de ses poignets, donc le médecin légiste a conclu qu'on avait essayé de l'attacher avec, vous savez, soit du gros scotch, soit du ruban adhésif qui avait été retiré une fois qu'elle était morte. Sauf que nous n'avons rien retrouvé qui correspondait à ça autour de son corps et le présumé tueur l'aurait donc emmené avec lui dans le but de couvrir toutes ses traces. Ce qui a été assez malin, c'est qu'on prévoyait une avancée scientifique dans le futur et par conséquent, on a gardé quelques échantillons de sang et de tissu qu'on a mis dans un, vous savez, des entrepôts à froid ou sous froid, je crois que ça se dit plutôt comme ça, pour garder ça pour plus tard et réexaminer les éléments. Et garder ça en tête, ça va être super important. Pareil pour la chemise bleue qui avait été utilisée pour mettre fin à la vie de Sharon, celle qui était autour de son cou, et on avait aussi gardé ses sous-vêtements qu'on a mis dans un lieu sûr pour réexaminer tout ça plus tard. Apparemment, elle aurait été violée avant d'être battue et étranglée à mort, et la cause officielle de son décès a été classée comme un homicide. Les enquêteurs avaient dit que l'attaque contre Sharon avait eu lieu à l'intérieur d'un véhicule. Ils ont pensé ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les semelles de ses chaussures étaient intactes et qu'on n'avait pas du tout remarqué qu'elle avait marché dans la boue ou dans la neige. Par conséquent, elle aurait été tuée dans un autre endroit, probablement une voiture, et elle aurait été déposée inconsciente à cet endroit. Nous avons également retrouvé une branche d'arbre dans sa main. Ça se voyait qu'elle essayait de serrer cette branche. Par conséquent, on s'est dit qu'elle a peut-être pris un élément autour d'elle pour essayer de se débattre et se battre pour sa vie. Malheureusement, tout ce qu'elle a voulu faire pour s'en sortir n'a mené à rien. Comme je vous l'ai dit, les enquêteurs aussi voulaient un petit peu travailler sur la voiture, les traces de pneus, etc. Et lorsqu'ils ont un petit peu analysé tout ça, ils se sont rendus compte que cette voiture appartenait à un modèle, une Jeep Wrangler. Cette information n'a pas été utile à l'époque, mais gardez-la en tête parce qu'en 2023, elle sera utile. On n'avait pas de fouille de téléphone à faire, on n'avait pas d'ADN pour localiser un suspect, on n'avait pas de caméra, on n'avait pas de témoins, on était vraiment dans un lieu isolé. Donc c'était assez compliqué de chercher quelqu'un qui pouvait être en lien avec ce meurtre. On a donc épuisé toutes les pistes qu'on avait et les autorités ont fini par faire refroidir cette affaire parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus importantes. 40 ans se sont écoulés avant que l'enquête puisse avoir un dénouement et on va en discuter maintenant. En 2022, l'ADN qui avait été prélevé sur les vêtements sur les lieux du crime a été réexaminé par une base de données généalogique. Les échantillons n'ont pas pu matcher avec une personne spécifiquement, mais on a pu réduire la recherche à une famille, la famille Romine. Le nom de famille a été entré dans une base de données et les enquêteurs ont remarqué que quelqu'un qui s'appelait Franklin Mayone Romine était décédé à Verdun à Montréal en 1982 à l'âge de 36 ans. On n'avait pas vraiment d'informations quant à sa mort, tout ce qu'on
qu'on savait, c'est que c'était une mort qui avait été classée comme violente. Romyn était originaire du comté de Putnam en Virginie occidentale et des détectives à 1450 km à Montréal ont voulu vérifier ce suspect. Lorsqu'on a contacté la famille Romyn et qu'on leur a dit que leur fils était une personne d'intérêt pour le viol et meurtre d'une adolescente qui datait de 1975, la police était très heureuse de pouvoir aider. Franklin Romyn avait beaucoup d'antécédents de viol et d'agressions sexuelles sur des femmes, et un autre fait qui était intéressant, c'est qu'il avait passé une grande partie de sa vie entre la Virginie occidentale et le Canada. Donc il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs et de Virginie et du Canada pour comprendre qu'aucune femme autour de lui était à l'abri lorsqu'il était là. Et d'après ce que les détectives ont pu recueillir, Romyn avait passé une grande partie de sa vie à faire des allers-retours en prison pour mineurs. En 1964, à l'âge de 18 ans, il a été reconnu coupable pour avoir battu et violé une jeune fille. Il a pu s'échapper de la garde à vue, mais 3 ans plus tard, il a été mêlé à une autre infraction similaire et il s'est échappé à nouveau. En 1969, il en avait marre d'être en cavale et il a donc décidé de se rendre au Canada. C'est là-bas qu'il a repris son activité de criminel et plus d'une jeune femme aurait été victime de ce qu'il voulait faire. Pendant plusieurs années, la police l'a observé et l'a surveillé et il est retourné en Virginie occidentale en 1974 et peu après son retour à la maison, il a été arrêté pour avoir violé une serveuse de 23 ans dont il se disait être amoureux. Elle avait dit aux enquêteurs qu'il était venu dans le restaurant où elle travaillait, qu'il avait demandé en fait à ce qu'ils sortent ensemble, elle avait refusé et évidemment il ne voulait pas entendre un non comme une réponse, donc il l'a suivie jusqu'à sa maison un soir, il a attendu dehors qu'elle dorme, il est rentré par la fenêtre et il l'a agressée violemment. Il l'a violée et son enfant n'était qu'à quelques centimètres dans une pièce à côté. Il a fini son acte, il a jeté de l'argent et il s'est enfui. Évidemment, la femme a tout de suite appelé la police et elle a raconté son histoire et ensuite de ça, elle est allée dans un hôpital. Mais elle avait réussi à fournir le nom de son agresseur au policier, étant donné qu'elle le connaissait, il s'agissait de Franklin Romyn. Un visage qui était extrêmement connu du coup des enquêteurs de par son nom de famille, parce que on parlait beaucoup de lui, mais simplement de lui, Franklin. Étant donné qu'à ce moment-là, le viol c'était vraiment un crime extrêmement grave en Virginie occidentale, il pouvait avoir une possibilité d'enfermement sans sortie conditionnelle ou quoi que ce soit. Les procureurs savaient que ça aurait été assez compliqué d'avoir ce verdict-là, mais ils le voulaient. Finalement, Romyn, lui, a été libéré de la garde à vue par une caution en attendant son procès et il est retourné au Canada. 2 ans plus tard, il a été capturé au Canada par les enquêteurs et il a été renvoyé en Virginie. Romyn a été jugé et condamné pour l'attaque contre la serveuse en 1976. Le jury lui avait donné la peine maximale et il a été transféré d'une prison régionale à une autre prison pour purger sa peine. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, une cour d'appel a annulé la condamnation en 1980 en disant qu'il y avait des instructions inappropriées du jury. Et par conséquent, il a eu un nouveau procès et cette fois-ci, il a décidé de plaider coupable pour l'agression sexuelle au 2e degré. Et par conséquent, il n'a pas purgé une grande peine et il a été libéré en 1982 et il est retourné dans sa famille en Virginie. Si vous voulez mon avis, je pense que ça a été tellement bâclé ce procès, le jury, etc. Je me dis que comment c'est possible qu'avec ce qu'il est fait, on ait pu avoir une sorte de procès en appel qu'il a libéré et qui au final l'a réenfermé pendant à peine 1 an et demi. Je trouve ça tellement scandaleux. Je me dis qu'à l'époque c'était peut-être pas pareil que maintenant, je sais pas, mais je trouve ça vraiment scandaleux. Les détectives ont commencé à se pencher sur d'autres crimes de nature sexuelle qui s'étaient produits dans et autour le quartier Longwell pendant la même période. Et ils ont découvert qu'une jeune femme s'était échappée des mains d'un ravisseur quelques minutes seulement avant que Sharon Prior se fasse kidnapper. Cheryl Roy, qui avait 23 ans, marchait près de la pizzeria pendant qu'un homme est sorti de nulle part avec un couteau. Il est allé vers elle, il l'a attrapée par le bras et il a essayé de la prendre dans sa voiture et elle a réussi à résister. Il lui avait dit « Salope, tu viens avec moi ». Il avait dit ça en anglais et c'était assez étonnant parce que cet endroit du Canada, on a une prédominance pour le français et par conséquent, on l'avait tout de suite catégorisé comme quelqu'un qui ne venait pas d'ici. Cheryl s'était battue et elle a réussi à faire en sorte qu'il la lâche.
Elle a couru à l'intérieur d'un magasin, celui qui était le plus proche d'elle, pour dire au propriétaire que quelqu'un était en train de la poursuivre. La police est arrivée, mais lui était déjà très loin. Cheryl avait fait en sorte de le regarder droit dans les yeux pour essayer de voir de qui il s'agissait, pour le décrire, etc. Et en fait, suite à ça, on a pu avoir un portrait robot qui a aidé à reconnaître cet homme et qui a été distribué à tout le monde. Mais encore une fois, il a réussi à s'échapper. Moins d'une heure après, Sharon Prior avait été enlevée dans la même rue. Et malgré une chasse à l'homme qui a été faite de partout, comme je vous ai expliqué, il n'a pas été retrouvé, il n'a jamais payé pour ça et surtout, l'affaire s'était refroidie. Mais des décennies après les faits, les détectives du Canada et de Virginie ont été frappés par la façon dont le dessin, le portrait robot, ressemblait énormément à Franklin Romine. En fait, ils ont vraiment tout remis ensemble en 2022. Les autorités des deux côtés des frontières sont de plus en plus convaincues que Franklin Romine était le tueur de Sharon, mais le fait qu'il soit mort avant qu'on puisse faire des tests ADN, c'était vraiment quelque chose qui mettait une épine sur leur route pour clôturer cette affaire. Ils n'avaient pas d'échantillon ADN de leur suspect, mais ils ont décidé de réduire le champ en comparant l'ADN de son plus proche parent au profil stocké dans la base de données. Donc ils ont réussi à contacter des personnes, c'était Noah et Michael, ses frères, et ils ont accepté de les aider. Lorsque les détectives ont approché les frères Romine en 2022, au mois de décembre, ils ont donné des échantillons ADN sans hésiter parce qu'ils voulaient savoir si leur frère était coupable du meurtre, parce qu'ils voulaient autant la vérité que tout le monde. Et l'un des anciens frères, un ancien marine, a dit que Franklin avait tenté d'agresser sexuellement sa femme alors qu'il n'était pas là. Et donc évidemment ça avait créé une sorte de gouffre en fait dans cette famille et personne ne se parlait comme avant. Et c'est également en parlant avec ses frères qu'on s'est rendu compte que Franklin Romine avait conduit une Jeep Wrangler, ce que je vous ai expliqué au tout début. Une autre information est qu'on savait qu'il avait la même paire de chaussures de la même taille que celles qui ont été analysées autour du corps de Sharon. Les résultats sont arrivés et ils ont révélé que les échantillons ADN trouvés sur la chemise et les sous-vêtements provenaient de quelqu'un qui était lié à Noah et Michael Romine. Donc c'était presque aussi, j'ai envie de dire, valable que de se dire ok, c'est Franklin Romine qui a fait ça, mais ça n'a pas apporté aux détectives de quoi clôturer cette affaire pour de bon, donc ils ont décidé d'aller plus loin. Et ce plus loin date de mars 2023, étant donné que les détectives du Canada ont demandé au juge de Virginie occidentale de sortir le corps de Franklin Romine dans le but d'extraire de l'ADN de ses os. Il n'y avait aucune garantie que ça puisse être faisable, il n'y avait aucune garantie de la possibilité que ça matche, mais ils voulaient vraiment essayer. Lorsque la famille Romine a appris ce qu'ils voulaient faire, ils ont hésité. En fait, ils ont déclaré que leur religion interdisait une telle action. Ils ont ajouté que leur mère également reposait là-bas et que par conséquent, ils ne voulaient pas déranger ce corps. Le juge a statué, lui, que la résolution de cette affaire était plus importante que la volonté de la famille Romine. Ils ont donc décidé d'exhumer le corps de Franklin et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait en sorte quand même de ne pas piétiner tout le corps, etc. Ils ont vraiment fait ça de la manière la plus, j'ai envie de dire, précautionneuse possible. Ils ont pris toutes les précautions pour vraiment faire en sorte de respecter la volonté de la famille. Et le 20 avril 2023, l'exhumation a été autorisée et on a eu plusieurs semaines avant d'avoir une réponse. Les résultats sont arrivés et les détectives ont été récompensés par leurs efforts, étant donné que le mardi 23 mai 2023, l'ADN dans le cas de Sharon Prior correspondait à l'ADN prélevé sur le corps, les restes de Franklin Romine. L'identité n'était donc plus une question mais une affirmation et Yvonne avait 85 ans au moment où elle a appris ça et elle a pu enfin avoir des réponses à ces questions. Elle a passé un demi-siècle dans le flou total à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à essayer de comprendre qui avait enlevé sa petite fille, qui lui avait fait du mal et qui l'avait tuée, et après 48 ans de mystère, les enquêteurs n'ont rien lâché et on a eu une réponse. Elle a pu mettre fin aux questions qu'elle se posait une bonne fois pour toutes. C'est donc comme ça que se termine cette affaire. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est une affaire qui
me touche énormément parce que on aurait pu ne jamais avoir de réponse. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parfois parler de disparitions irrésolues, parler de crimes irrésolus, c'est pas forcément quelque chose qui peut aider. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui s'est passé en 1975 et qui a une résolution aujourd'hui, qu'on a pu avoir une réponse aux questions 48 ans plus tard, qu'on a pu retrouver le criminel, même s'il est mort, on a pu au moins avoir la satisfaction de se dire « Ok, il s'est passé ça, c'est lui qui a fait ça ». Malheureusement, il a emporté tous ses secrets dans sa tombe, mais j'ai envie de dire que toute la famille Prior a eu des réponses aux questions qu'elle se posait depuis maintenant un demi-siècle. C'est la raison pour laquelle je trouve quand même important de partager ce genre d'histoire, de partager les affaires irrésolues qui peuvent parfois être aidées, qui peuvent, en étant médiatisées, se dire « Ok, peut-être qu'on doit replonger dans le dossier avec la technologie d'aujourd'hui » et parfois, comme ici, on a des réponses aux questions. C'est la raison pour laquelle je continuerai à me battre pour ces histoires irrésolues et en partager toujours le plus que possible, que ce soit des crimes ou des disparitions. J'espère malgré tout que cette vidéo a pu vous intéresser, vous intriguer. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker juste en dessous et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également me dire ce que vous avez pensé de tout ça, un petit peu par rapport à ma pensée aussi, par rapport aux affaires irrésolues qui peuvent parfois être super importantes d'être médiatisées. Je vous laisserai également me dire si jamais vous voulez qu'on parle d'un autre sujet en particulier sur cette chaîne. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Jusque-lors, prenez grand soin de vous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.